Bonjour, nous allons terminer le système respiratoire à l'intérieur du système circulatoire. Vous voyez à l'écran ces alvéoles pulmonaires que nous avons croisées lors du dernier cours. L'idée est de comprendre que nous respirons pour deux raisons. Nous débarrasser du dioxyde de carbone, donc le réseau sanguin qui arrive autour des alvéoles arrive plein de dioxyde de carbone. Les globules rouges se débarrassent du dioxyde de carbone. Puis, en raison de l'arrivée de dioxygène dans les alvéoles, eh bien, les globules rouges vont pouvoir repartir pleins de dioxygène. Autrement dit, les globules rouges se sont débarrassés du dioxyde de carbone et ont récupéré le dioxygène. Nous allons voir tout ça et nous allons également voir comment physiquement la respiration peut avoir lieu. Rappel rapide sur l'air. Nous inspirons de l'air qui est spécifiquement à 80% du diazote et il n'y a environ 1/5 de cet air qui nous intéresse réellement, qui est constitué de dioxygène. C'est suffisant, cependant, pour que nous puissions respirer et avoir assez de dioxygène dans notre sang. Alors, pour comprendre le mécanisme de la respiration, il faut en fait revenir un peu sur le concept de pression, car ce sont des variations de pression qui vont entraîner les mouvements des poumons. Et la pression, un des aspects qui nous entourent, qu'on peut concevoir le plus, c'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Vous en avez entendu parler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la pression atmosphérique? C'est en fait la pression. Donc, la pression, c'est une force exercée sur une surface. Donc, c'est la force de tous les gaz qui sont accumulés au-dessus de nous. Donc, imaginez des kilomètres de gaz. Vous savez qu'il y a de l'atmosphère au-dessus de nous et qui poussent en fait vers le bas en raison de la gravité, tout simplement, et qui donc créent une force d'écrasement, si on veut, à la surface, en bas, sur Terre. Donc, plus on est haut en altitude et moins il y a d'air au-dessus de nous, et donc plus la pression diminue. Donc, vous avez ici l'altitude en mètres, et on voit que à 1460 mètres, la pression est exprimée, dans une unité qu'on appelle l'hectopascal, mais peu importe l'unité. Vous voyez que on est au niveau de la mer à 1000 et quelques hectopascales, à 1500 mètres on est à 850 et ainsi de suite. Plus on monte et plus on voit que la pression diminue. On est rendu à 200 hectopascales, rendu à peu près à la hauteur de voyage des avions de ligne, donc à 11-12 km d'altitude. Donc évidemment, la pression diminue puisque il y a de moins en moins d'air au-dessus de nous. Alors si le mécanisme de la pression atmosphérique vous paraît pas très clair, c'est habituellement peut-être un peu plus simple de le comprendre avec l'eau. Si vous êtes déjà descendu en profondeur sous l'eau, vous vous êtes bien rendu compte, notamment vos oreilles vous l'ont fait sentir, que plus vous descendiez et plus il y avait quelque chose qui poussait, notamment sur vos oreilles. Donc en fait c'est sur le tympan, la membrane du tympan. Donc on peut ressentir quasiment une douleur dans les oreilles quand on descend en profondeur. Et bien c'est simplement cette hauteur d'eau au-dessus de nous. Donc plus il y a d'eau au-dessus de nous, plus ça pousse, plus la pression est élevée. Alors quand c'est de l'eau, on appelle ça de la pression hydrostatique. Et c'est le même concept. Si je suis à 10 mètres de profondeur, j'ai 10 mètres d'eau au-dessus de moi qui écrase mon corps, notamment mes oreilles. Alors c'est tout le corps qui se fait écraser. C'est sûr qu'on le ressent spécifiquement sur les oreilles, mais notre corps au complet se fait écraser, l'ensemble de notre corps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut utiliser de l'air comprimé en profondeur, de l'air qui sort sous pression pour pouvoir remplir nos poumons, parce que l'eau écrase tellement notre corps que si l'air n'était pas sous pression, il n'arriverait pas à rentrer dans nos poumons. Alors, autre façon de voir la pression, on peut réfléchir à un contenant. Imaginez que ceci est une boîte dans laquelle il y a de l'air. Eh bien, l'air, en se déplaçant, donc l'air, vous savez, les gaz en fait sont caractérisés par des molécules qui se déplacent. Eh bien, à chaque fois que les molécules d'air percutent, frappent les parois du contenant, eh bien, elles poussent les parois du contenant. Donc, à l'intérieur du contenant, on a cet air, par exemple, qui exerce une pression, qui pousse les parois. Donc, on appelle ça une pression, dans le sens où c'est une force exercée sur une surface. Alors, c'est très bien de voir ça, mais vous allez voir le lien avec la respiration. Dans un premier temps également, avant de voir le fonctionnement des poumons, on va préciser quelque chose. Imaginez que vous êtes dans le contenant et que les petites billes que vous voyez sont les molécules d'air qui sont agitées et qui poussent sur les parois. Si vous avez un bouchon au-dessus du contenant ici, donc les molécules d'air sont emprisonnées, et que vous décidez de pousser, donc de diminuer le volume à l'intérieur de la boîte, ce qui va se passer, c'est que le volume étant plus petit, les molécules vont être plus resserrées les unes sur les autres. Et elles vont donc frapper
plus souvent les parois qu'elle rencontre. Donc les parois du contenant ici, maintenant sont limitées. Il y a plus de molécules qui frappent à chaque instant, donc la pression va augmenter. Je vous rappelle que la pression, c'est la force exercée par les petites molécules qui frappent la surface. Qu'est-ce qu'on retient de cette image? Plus le volume diminue, donc vous voyez ici on avait un grand volume et une petite pression exercée par les molécules à l'intérieur, plus le volume diminue, plus la pression augmente. Ici on a un petit volume et la pression a augmenté. Grand volume, petite pression, représenté par la flèche ici. Petit volume, grande pression. Excellent. Alors ça nous amène à quoi? La respiration, elle est due au fonctionnement de ce muscle que vous avez représenté en vert ici, ou en rouge en haut, qui s'appelle le diaphragme. En fait, le diaphragme est collé au poumon par en dessous ici. Et quand on inspire, ce que l'on fait en fait, c'est que on contracte le diaphragme qui est en vert, et en se contractant, il descend. Et en descendant, il tire les poumons vers le bas, ce qui augmente le volume des poumons. Vous voyez le volume qui augmente. Et en augmentant le volume, eh bien, ce que ça crée, c'est que la pression à l'intérieur des poumons diminue. Rappelez-vous de ce qu'on a vu juste avant. Lorsque le volume augmente, la pression diminue. Ou lorsque le volume diminue, la pression augmente. Comme la pression diminue à l'intérieur des poumons, eh bien, ça fait que l'air qui est à l'extérieur, dans notre air, dans notre environnement, va être attiré par l'intérieur. Puisque la pression est faible, eh bien, l'air va toujours aller d'une pression forte vers une pression faible, donc il va rentrer dans nos poumons. On voit, il y a plusieurs mécanismes physiques qui entrent en jeu. Donc, on retient que le diaphragme se contracte, ça augmente le volume des poumons, ce qui fait que l'air rentre à l'intérieur. Et c'est tout à fait étonnant parce qu'on a vraiment l'impression que la respiration se fait dans la gorge, en fait, que lorsqu'on inspire, on sent l'air qui circule dans nos narines et dans notre gorge, et on a l'impression que c'est par là qu'on tire l'air. Mais en fait, pas du tout. L'air, on le tire par le diaphragme. Donc, en descendant le diaphragme, eh bien, les poumons vont aspirer l'air, tout simplement, et c'est le mouvement d'air qu'on ressent dans le nez et dans notre gorge, qui nous donne cette illusion qu'on respire par la bouche et le nez. Mais en fait, c'est vraiment par le diaphragme dans la cage thoracique. Donc, l'inspiration spécifiquement, c'est l'ensemble des mouvements du diaphragme, comme je viens de vous le dire, qui descend. Et il est accompagné également d'une contraction des muscles qu'on appelle intercostaux. Donc, les muscles qui entourent les côtes, qui, en se contractant, tirent les côtes vers l'extérieur, ce qui augmente également le volume. Donc, on a un double mouvement, le diaphragme qui tire les poumons vers le bas, et on a également les muscles des côtes qui vont élargir la cage thoracique pour qu'il y ait plus de place, pour que le volume augmente. Tout ça fait qu'on a un appel d'air, et les molécules de dioxygène entrent, en fait l'air au complet rentre dans les poumons, notamment le dioxygène, et donc lors de l'inspiration, les poumons se remplissent de dioxygène en raison d'une baisse de pression créée par le mouvement de tous ces muscles. L'expiration, c'est l'inverse. Donc le diaphragme se relâche, les muscles des côtes se relâchent. L'expiration est un processus passif. Et en fait, il fait que les poumons diminuent de volume. Et on l'a déjà dit, une diminution de volume augmente la pression à l'intérieur, ce qui fait que l'air se fait propulser en dehors du corps. On va donc avoir de l'air qui sort de notre corps. Et cet air, il est plein de dioxyde de carbone, puisqu'il y a eu des échanges à l'intérieur des alvéoles pulmonaires. L'air est maintenant plein de dioxyde de carbone, il sort de notre organisme. Lors de l'expiration, les poumons se vident, car l'augmentation de la pression a poussé l'air en dehors de notre corps, et l'augmentation de pression est due à la diminution du volume, car les muscles se relâchent. Alors combien on fait rentrer et sortir d'air en moyenne de notre corps? En moyenne, lorsque l'on respire normalement, vous voyez ici, on fait rentrer et sortir à peu près un demi-litre d'air. Donc ça, c'est une respiration lente et tranquille la plupart du temps. Donc vous voyez, un demi-litre d'air, c'est une faible proportion de tout ce que nos poumons sont capables de faire rentrer et sortir. Vous voyez ici, une personne qui respire normalement, vous voyez, ça fait rentrer et puis sortir un petit peu d'air, mais pas beaucoup. Si on demande à la personne de prendre une grande inspiration, vous voyez qu'elle peut faire rentrer beaucoup plus d'air dans ses poumons, 2,5 litres d'air de plus, en fait. Donc c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez le volume des poumons qui augmente. Alors 6 litres parce qu'on a l'ensemble de tout ça ici additionné.
Donc c'est le maximum d'air. Imaginez, on vous demande de remplir au maximum vos poumons. Vous allez rentrer à peu près 6 litres au total, c'est-à-dire 2,5 litres de plus que d'habitude, plus le demi-litre que vous échangez. Et là, vous dites, ça fait juste 3 litres. Eh bien, c'est parce qu'en fait, il y a, en temps normal, un volume à l'intérieur des poumons dont on ne se débarrasse pas. Quand on respire normalement, on ne fait pas sortir l'entièreté de l'air qu'il y a dans les poumons. Alors, pour faire ça, on peut pousser, on peut se forcer à le vider. Donc, c'est lorsque on va demander à une personne de faire une expiration forcée. C'est-à-dire de souffler au maximum dans l'idée de vider ses poumons. En réalité, on ne peut jamais vider totalement les poumons. Donc, vous voyez, la personne là est en train de vider au maximum ses poumons d'air, mais il y a toujours un air résiduel. On ne peut pas le faire sortir des poumons. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours ce volume qui va rester. Donc, le volume résiduel. C'est donc le résumé des volumes que l'on échange lorsque l'on respire. L'asthme est une maladie reliée à la respiration, comme vous le savez, et c'est un petit peu le concept de la bronchite, dans le sens où on va avoir un épaississement des parois des bronches et du liquide qui va se créer, alors pour une raison complètement inoffensive normalement. Donc l'asthme, c'est tout simplement le corps qui se met en quelques minutes à épaissir la paroi des bronches et à mettre du liquide dans les bronches sans qu'il y ait d'inflammation, en fait sans qu'il y ait d'agents infectieux, de bactéries ou de virus. Donc c'est une sorte de dérèglement, si on veut, du fonctionnement. Donc les causes sont relativement mal connues, mais on sait les effets. Et habituellement, ce qu'on va demander à la personne, c'est de respirer. Donc du Ventolin, c'est une molécule qui va écarter les parois des bronches pour que l'air puisse à nouveau circuler. Alors, on va rappeler ce qu'on a répété dans les 2 derniers cours, que la respiration, c'est en fait un échange de gaz, que ça, vous avez l'intérieur d'une alvéole pulmonaire, là c'est ce qui rentre et ce qui sort lorsque l'on inspire, et là vous avez le passage du sang, vous voyez ici donc les vaisseaux sanguins qui circulent autour d'une alvéole, et l'objectif de la respiration, c'est que les globules rouges que vous voyez représentés par les disques ici se débarrassent de leur dioxyde de carbone, ça c'est ce qui se passe lorsque on expire, et 2, que les globules rouges récupèrent le dioxygène pour qu'ils puissent l'apporter dans les cellules. Donc on a des petites artères, minuscules artères qui arrivent avec plein de dioxyde de carbone dans le sang, et le sang repart dans des petites veines qui s'appellent les vénules pulmonaires, et ce sang-là est plein de dioxygène. Petite parenthèse sur un accident respiratoire, si jamais le diaphragme se décolle du poumon, on appelle ça un pneumothorax, c'est extrêmement grave, puisque même lorsque le diaphragme se contracte et les poumons ne sont plus tirés vers le bas, la personne ne peut plus respirer. Donc ça va arriver lorsqu'il y a un grave accident, par exemple, qu'il y a une perforation grave ou une déstructuration du système respiratoire. Une autre façon de représenter la respiration, donc lorsque l'on inspire, on fait rentrer dans notre sang du dioxygène. Le dioxygène est envoyé aux différentes cellules de notre corps, notamment les muscles par exemple. Les mitochondries, les cellules vont utiliser le dioxygène et elles vont rejeter du dioxyde de carbone qui sera lui-même envoyé dans les poumons pour qu'il soit rejeté. Et ça forme un cycle qui tourne. Donc j'inspire du dioxygène pour que mes cellules fonctionnent, les cellules rejettent du dioxyde de carbone et je m'en débarrasse lors de l'expiration. On respire en moyenne 12 à 20 fois par minute. Donc faites le calcul si vous voulez, on le fera en classe de toute manière. Au repos, une personne va respirer calmement entre 12 et 20 fois, donc 13, 14, 15, là il n'y a pas de nombre parfait, là c'est une moyenne évidemment. Vous voyez ici ce qui se passe lorsque l'on respire avec l'air qui rentre dans les poumons, les échanges gazeux, le dioxygène qui rentre dans le sang, vous voyez, et on voit le dioxyde de carbone qui arrive et qui est rejeté. Le dioxygène représenté en jaune, le dioxyde de carbone représenté en rouge à droite. Vous voyez la pression également, qui diminue ou qui augmente. Diminution de pression, l'air rentre, augmentation de pression, l'air sort. Tout est résumé dans ce beau petit schéma. On termine par le cancer des poumons, maladie extrêmement grave avec des tumeurs qui se développent évidemment dans les poumons et qui vont bloquer ou gêner la respiration. Plusieurs dizaines de milliers de Canadiens vont en mourir à chaque année. Voilà qui termine ce cours sur le système respiratoire.